Depuis plusieurs années et sans crier gare, l'école républicaine est attaquée dans ses fondements. L'actuel gouvernement n'est pas en reste. Dans le même temps, les enjeux tels l'écologie, la démocratie, les solidarités s'affirment avec urgence dans le débat public. Ils appellent donc à repenser l'école. La France insoumise, avec un collectif de chercheurs et de professionnels de l'éducation, souhaite apporter sa contribution aux nombreux débats sur ce sujet. Parfois anciens, ces débats retrouvent toute leur nécessité et leur urgence à l'aune de la bifurcation de nos sociétés. Donc, Patrick Désiré, je suis secrétaire général de la CGT depuis quelques années. Et évidemment, nous sommes confrontés aux réformes bancaires très directement. La question n'est pas effectivement, par rapport à ce qui a été dit en propos liminaire, d'être pour ou contre bancaire. La question est qu'un certain nombre de réformes engagées, je crois, modifient en profondeur notre école, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir et d'en discuter. Et je crois que surtout, c'est pour ça qu'on a accepté cette audition. Je pense que c'est important de repenser un certain nombre de choses pour une autre école que celle qui est en train de nous préparer bancaire. Et c'est le sens de ma présence à cette réunion. Et donc, on était tout à fait d'accord avec l'idée de mener des réflexions pour voir comment on pourrait faire évoluer l'école autrement que ce qui est en train d'être fait par le ministre en place. Et évidemment, en cela nous intéresse beaucoup ce type d'initiative. Je suis un des responsables de la Ligue de l'enseignement national. Je suis président d'une de ces fédérations départementales dans l'Isère. J'ai été pendant 35 ans professionnel dans cette Ligue de l'enseignement à différents niveaux. Et j'ai terminé mon activité professionnelle par un passage de 5 années à l'inspection générale dans le groupe de l'école primaire. Et j'ai coordonné au sein de la Ligue de l'enseignement un travail assez conséquent sur une dizaine d'années qui s'est appelé refonder l'école pour qu'elle soit celle de tous entre la fin des années 90 et les années 2010, qui nous a permis d'ailleurs à cette occasion de retrouver, on va dire, des voies de dialogue, de rencontres et d'échanges avec les principaux acteurs de l'école, organisations syndicales, associations de parents, mouvements pédagogiques, etc., qui avait d'ailleurs abouti en 2008 à créer un collectif assez important autour de l'appel dit de Bobigny, parce qu'il avait été lancé à Bobigny après avoir été initié à Rennes, qui traitait à la fois de l'école et de l'éducation plus généralement, de l'école et des autres acteurs éducatifs dans ce qu'on pourrait appeler l'éducation première et des liens qu'il y a avec l'éducation et la formation tout au long de la vie. Jacques Bernardin, donc j'ai été longtemps chercheur associé à l'équipe ESCOL sur l'Université Paris 8 et président du GFEN, Groupe français d'éducation nouvelle. Voilà. Face aux urgences sociétales, écologiques, démocratiques, sociales et idéologiques, quelles devraient être les grandes missions de l'école ? Il me semble que la première, sur les 4 points qui me semblent indispensables aujourd'hui, par rapport à ce que l'on voit au niveau de l'accroissement exponentiel des connaissances, ce qui exige une actualisation permanente, il me semble qu'il faut une formation initiale de bon niveau pour l'ensemble de la population. Et encore une fois, penser sans doute l'école non pas comme la recherche d'une égalité des chances qui ne finalement n'ouvrirait qu'à une démocratisation restreinte, mais plutôt penser promotion de l'ensemble de la nation sur l'idée qu'avait développé déjà Vallon à la sortie de la guerre en 1947 dans le plan Langevin-Vallon. La meilleure façon de se préparer à l'inattendu, à un monde en mutation, c'est d'avoir les possibilités d'une formation continue, une formation initiale suffisante. La deuxième des choses, en formation initiale de bon niveau, deuxième niveau, c'est la multiplication des sources d'information. Le plus peut aussi être le pire, me semble-t-il, noyer l'essentiel sous l'insignifiant et l'information sous la rumeur. Donc la deuxième des choses qui me semble important de développer, c'est
la capacité de pouvoir exercer son regard critique à l'égard de tout ce flux d'informations, que ce soit politique, commercial, etc. La troisième des caractéristiques de l'époque, me semble-t-il, c'est la globalisation des phénomènes et les interdépendances à la fois économiques, écologiques, géopolitiques. Et donc, c'est de pouvoir former les jeunes générations à appréhender la complexité et toutes ces capables de mettre en relation. Enfin, ça serait mon dernier point, je suis déjà très long, par rapport à la complexification de l'organisation sociale, elle risque fort d'amener à une dépossession du contrôle démocratique et il me semble qu'il y a urgence à rappeler ce qui est quand même une constante dans les missions d'école, de former à la citoyenneté. Sur les points qui ont été énoncés, nous, on n'a pas de problème avec ça, mais j'en rajouterai quand même quelques-uns. Je pense que une des choses que l'on doit s'attacher à faire, c'est il y a des inégalités territoriales fortes dans notre système. Et on a, je pense notamment à l'éducation prioritaire, mais pas que, des choses à revoir à la fois dans la formation des enseignants, mais aussi dans les moyens qui sont attribués localement aux différents acteurs. Je pense, bon, évidemment, la formation des enseignants, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une réforme en cours des INSPE qui, pour nous, est problématique d'ailleurs. Mais aussi, alors j'ai bien noté qu'il y avait un secrétariat d'État, par exemple à l'éducation prioritaire, mais je pense que là aussi il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on doit réfléchir parce que les inégalités territoriales, je prendrai un exemple simple, quand on prend l'Académie de Créteil ou l'Académie de Paris, qui sont pourtant limitrophes, les conditions d'exercice, les conditions d'apprentissage, il y a un certain nombre de choses qui sont problématiques, en tout cas différentes, et qui méritent en tout cas d'être corrigées. Et je crois que quand on pense une politique éducative, on doit évidemment, si on veut parvenir à tout ce qui a été énoncé précédemment, peut-être s'attacher y compris à résoudre ces inégalités territoriales fortes. Il est probable que je vais dire des choses qui sont assez proches de mes deux camarades précédents. Moi, il me semble que l'école comme institution est finalement confrontée à la fois à des questions qui sont de tout temps et à des questions nouvelles qui sont complètement inédites, ce qui devrait rendre le débat passionnant. Par exemple. S'interroger sur la fonction d'une institution et son rôle, surtout d'une institution importante, conséquente, qui représente un investissement global de tout le monde et pas simplement un investissement financier. Ça devrait être un exercice permanent. Alors, il l'est un peu, les débats sur l'école sont récurrents, c'est d'ailleurs les seuls qui sont capables de mettre à peu près la France à feu et à sang, assez souvent, ou du moins beaucoup de monde dans la rue, mais il n'est pas sûr qu'ils soient toujours correctement posés, et on est tous responsables finalement du fait qu'ils ne sont pas toujours correctement posés, parce que sinon les choses auraient évolué sans doute plus rapidement. Donc, il me semble qu'il y a quatre questions, ça rejoint en grande partie ce que Jacques Bernardin évoquait. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas éviter une interrogation sur le commun. Voilà. Il n'y a pas d'école qui n'ait pour finalité de travailler à la question du commun. C'est en gros, pourquoi, si je veux être un peu emphatique, pourquoi sommes-nous ensemble sur Terre? Voilà. Et qu'allons-nous faire de notre vie sur Terre et comment s'outiller pour que cette vie, on puisse la conduire du mieux qu'on peut, à la fois à titre individuel, mais aussi à titre collectif. En sachant que le collectif aujourd'hui n'est plus le collectif national, même s'il n'a pas perdu sans doute de son intérêt, de son existence, mais que nous sommes définitivement dans un collectif mondial et nous sommes dans un monde commun dont, à l'évidence, nous n'avons pas encore jusqu'à présent saisi toutes les mesures, toutes les données, et nous ne sommes pas forcément bien préparés, sinon on ne serait pas devant notamment la crise écologique, par exemple, qui est la nôtre aujourd'hui, puisqu'on en sait à peu près tout. Donc, ce n'est pas la question de la culture, de la connaissance et des savoirs qui est en cause, c'est l'usage qu'on en fait. Le deuxième sujet, je ne développe pas, Jacques l'a évoqué, c'est la question de l'esprit critique. Je crois que plus que jamais, alors pour le coup, sans doute, chaque jour, on voit les ravages que peuvent faire, alors pas forcément uniquement la profusion, mais on va dire le prêt-à-penser, mais qui aujourd'hui est largement nourri, servi et amplifié par notamment des technologies et des pratiques qui n'existaient pas avant. Le prêt-à-penser a toujours existé. C'était entre guillemets notre bon maître ou notre curé, mais aujourd'hui c'est un prêt-à-penser autrement plus
redoutables que les prêt-à-penser disséminés qui existaient préalablement, même si parfois ils ont aussi de fortes agrégations. La troisième dimension, il me semble, c'est la question de l'imagination. Voilà, je n'ai pas d'autre terme aujourd'hui. Moi, je suis frappé, notamment depuis quelques mois, bien sûr, par le risque qu'il y a à voir monter une espèce de sentiment de fatalité sur le fait que le génie de l'esprit humain ne serait plus capable de sortir de la situation dans laquelle on est et que finalement, quelques-uns ou quelques-unes pourraient s'en échapper pour se construire leur petit monde à côté. Voilà. Il faut absolument travailler cette question de l'imagination, de l'imaginaire, de la créativité, toute chose que l'école sans doute travaille, mais est-ce qu'aujourd'hui nous le travaillons dans une réelle perspective, notamment une perspective d'émancipation? Et ça rejoint la question de la citoyenneté que Jacques évoquait également, c'est le projet politique de l'école. Voilà. Le défi et la question commune qui nous est posée étant de réfléchir à une citoyenneté qui aujourd'hui s'exerce de manière multiterritoriale et pour laquelle nous ne sommes pas préparés, et pas simplement les enfants qui viennent. Si nous y avions été correctement préparés, nous ne serions pas face à des questions que nous n'arrivons pas à trancher depuis déjà de bien longues années. N'est-on pas dans une époque où l'individualité, sa réussite, son développement entrent en tension avec le collectif? Je pense qu'il faut penser les choses en termes dialectiques. Sans doute, effectivement, le but de l'éducation, c'est bien de former une personne qui soit autonome et pleinement en mesure de prendre part au débat de son époque, mais en même temps, pour y parvenir, le processus éducatif nécessite la médiation des autres, nécessite des outils qui eux-mêmes ont été, c'est faire un clin d'œil à Vygotsky, le produit d'une élaboration socio-historique passée, donc c'est du patrimoine commun. Ça passe par des échanges avec d'autres, et avec les pairs comme avec les adultes. Et enfin, il me semble que le processus éducatif, il vise pas seulement à cette autonomie de la personne, il vise aussi à l'inscrire dans une socialisation qui est d'abord familiale, qui devient, grâce à l'école, plus élargie, et notamment si l'école parvient à inscrire chacun de sa génération au-delà de sa famille, dans une socialisation élargie à la société de son pays, mais dans le sentiment aussi que l'ensemble des outils de connaissance sont le produit non pas de sphères restreintes nationales, mais produit de brassage interculturel. Il y a ce sentiment profond d'appartenance à une commune humanité qui me semble devoir être développé par l'école à travers ces processus d'apprentissage. Voilà, donc c'est conjugué, à mon avis, c'est un travail dialectique conjuguer quelque chose entre individuation et capacité de travail en coopération, dans une relation d'ouverture aux autres, une capacité d'altérité, c'est-à-dire d'entendre la confrontation d'idées, de pouvoir s'en saisir, de pouvoir l'argumenter, voire de pouvoir aussi faire un pas de côté ou voir un pas en arrière par rapport à ce qui est notre opinion à l'instant T, mais qui ne fait qu'avec ce qu'on a déjà travaillé, compris, appris avec d'autres. C'est une question pédagogique, effectivement, et ce n'est pas un hasard si au GFEN, on s'est de façon approfondie et de longue date penché sur la question de comment travailler à la constitution d'une culture commune, qui passe non seulement par le partage d'un certain nombre d'outils, d'œuvres, de concepts, d'outils de codes symboliques, mais aussi qui intègre les processus, un certain nombre de processus qui les ont constitués, comme travail formatif de fond à travers ces objets qui parvient justement à conjuguer à la fois individu et collectif. Comment à chaque fois le social intervient, participe à élargir les pouvoirs de chacun, à la fois les points de vue, et en même temps renoue quelque part avec ce qui a été l'histoire de l'humanité, où les savoirs, le corpus des savoirs, s'est constitué par brassage, échange, et on pourrait dire que les savoirs aujourd'hui
sauvegardés, promus par l'école, ne sont que les termes de tout ce processus élaboratif et critique dont il nous semble que l'école devrait en restituer la teneur et l'essence, parce qu'ils ont en eux-mêmes pouvoir de travailler ce lien entre individus et collectifs. Le premier constat que je ferai, c'est que dans la période, il y a une volonté, et c'est une volonté politique, d'aller vers une individualisation plus forte, à la fois au niveau des personnels, mais je pourrais prendre un certain nombre d'exemples, où on prend des mesures qui limitent l'action collective, mais même au niveau des parcours scolaires. Pour nous, un des griefs qu'on a avec la réforme bancaire, notamment dans le second degré, et je pense notamment avec la réforme du lycée, c'est cette volonté vers une individualisation de plus en plus forte qui, pour nous, pose problème. Par exemple, un des effets que nous avons pu observer, c'est l'éclatement du groupe classe avec la réforme du lycée, par exemple. Et donc, évidemment, cette individualisation qui n'est pas accompagnée par l'institution génère un tri social que nous considérons inacceptable. Et là, pour nous, alors évidemment, j'ai entendu pas de désaccord avec ce qui a été dit, mais pour nous, il y a une volonté politique d'aller vers des mesures d'individualisation à tous les niveaux, hein, à la fois pour les élèves, mais aussi pour les personnels, et en termes de carrière, en termes de conditions de travail. Et ça, pour nous, c'est un vrai problème que nous devrons affronter et auquel nous nous opposons. Donc, évidemment, penser une école autrement, ça veut dire remettre du collectif dans les prises de décision institutionnelles. Bon, on va peut-être y venir hein, sur le fonctionnement des établissements, des écoles et des établissements du second degré. Et pour les élèves, c'est peut-être repenser le groupe classe qui est en train d'être mis à mal par les réformes qui sont passées récemment. Il y a sans doute plusieurs dimensions à la question, mais il y en a deux. Il y a celle qui vient d'être rappelée, qui renvoie à toutes les mesures prises ces dernières années et qui sont amplifiées évidemment par le ministre Blanquer, de renforcement de ce qu'il appelle l'individualisation. Je ne suis pas sûr que nous soyons d'accord sur la façon dont il entend l'individualisation, lui. Donc tout cela, effectivement, peut contribuer à renforcer les phénomènes qui viennent d'être décrits, c'est-à-dire au sein de l'école, le peu de collectifs parfois qui existent, pouvant être mis à mal par la réorganisation des classes, par l'organisation horaire, etc. Mais il me semble qu'il y a une dimension plus profonde, et je le dis d'autant plus que moi je suis mis dans une organisation qui a fait de la lutte contre l'ignorance, comme on dit, sa tasse de thé depuis le début. Je crois que nous n'échapperons pas, je dirais nous, républicains, à une interrogation sur peut-être, non pas le piège, ça n'est pas un piège, mais notre insuffisante réflexion sur l'automaticité que nous avons crue à l'articulation entre savoir et solidarité. En gros, il suffit de relire Condorcet, hein, tout ça est assez, voilà, je le dirais beaucoup plus mal que lui, mais personne ne va contester qu'on est plus libre quand effectivement on a la maîtrise de son destin, quand on sait, quand on sort de l'ignorance, même si on est toujours ignorant, etc., etc. Mais on a quand même beaucoup stationné dans cette idée que plus une population était éduquée, instruite, plus elle allait naturellement développer, par exemple, le sentiment d'appartenance à un monde commun, voire même être contributive de ce monde commun, y développer un certain nombre de dispositions solidaires, par exemple, comme, je sais pas, la contribution à l'impôt, voilà, qui est une des premières dispositions solidaires. Or, on s'aperçoit que non pas que ça ne marche pas, mais que ça ne suffit pas. Voilà. Et donc, pour le faire très court, et c'est un très très long débat, une très très longue interrogation, et moi je n'ai pas de réponse, nous n'avons pas de réponse définitive sur le sujet, sans doute que l'école, dont la fonction a toujours été d'apprendre à penser librement, devrait aussi aujourd'hui ajouter à cela apprendre à penser librement et solidairement. Or, ça ne figure dans quasiment aucun texte fondateur de l'école. Aucun. Voilà. Nous avons de fait laissé la solidarité au domaine privé. Privé ou à l'action, on va dire, volontaire. Voilà, qui d'ailleurs souvent était le cas, par exemple, de l'action volontaire des paroisses.
voilà, elles se sont emparées de la solidarité des paroisses au sens large. Hein. Aujourd'hui, les églises sont nombreuses. Ou parfois même, entre guillemets, au patronat local qui s'est chargé de mettre en place de quoi penser la dure condition des travailleurs dessus. Mais l'école, comme lieu d'apprentissage de la solidarité, et déjà, Jacques y faisait référence, d'une forme de solidarité dans les apprentissages, ce qui met en cause la question des pratiques pédagogiques. Plus que jamais, il faut reprendre ce travail. Il a été largement anticipé par les mouvements pédagogiques. Hein. On a beaucoup de matière là-dessus, mais il n'est pas sûr que l'institution en ait tiré grand-chose, voilà, et qu'elle ne soit restée uniquement, finalement, dans une démarche, et qui est la démarche, on va dire, qui a prévalu à la création de l'école. On sait que les Républicains ont choisi le modèle transmissif et non pas d'autres, hein, comme les écoles mutuelles ou d'autres formes. Voilà, sans doute par efficacité. Hein, c'était compliqué de gérer l'abondance et la volonté de vouloir instruire tous les petits Français déjà jusqu'à 12 ans, puis après. Donc, cette espèce de souci, entre guillemets, industriel de l'école s'est fait, il me semble, moi, au détriment de l'émergence d'une conscience solidaire, dans le même temps que c'est une conscience de la pensée libre. Que pensez-vous de l'ouverture de l'école au monde associatif, culturel, sportif? N'est-ce pas une dépossession? Quels intérêts et quels risques? Balkanisation, inégalité, neutralité, etc. Nous, on a un regard peut-être pas inquiet, mais nous sommes très attentifs à ce qui se noue en termes de partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale. Par exemple, sur les 2S2C, nous n'y sommes pas favorables, très clairement. Après, ce que je disais, c'est-à-dire que ce ministre, justement, tient un peu ce discours-là, hein, sur l'ouverture de l'école vers le monde de l'entreprise, vers… Alors, je suppose que quand vous parlez de ça, vous ne parlez pas de la même chose que Blanquer, vous parlez d'associations qui ont des objectifs d'améliorer et d'aide aux élèves, d'amélioration culturelle, etc. Mais le discours qui commence à percer et qui commence à être efficace dans notre école, c'est aussi l'ouverture de l'école vers l'entreprise, vers des GAFA, vers un certain nombre de choses. Alors évidemment, on ne peut pas tout rejeter en bloc parce qu'on va certainement y revenir. Il y a des choses qui sont intéressantes pédagogiquement, mais je crois que nous devons être très attentifs à la façon dont les choses se passent et surtout à ce que ça implique à long terme sur, pour prendre un exemple très précis, sur des transferts de missions de l'école vers d'autres acteurs, que ce soit au niveau des collectivités ou au niveau d'entreprises privées, puisqu'on commence à avoir ça et on pourrait prendre des exemples assez précis là-dessus. Donc, nous sommes… nous regardons ça de près, pas avec un avis négatif a priori, mais en étant très, très attentif à ce qui se fait, à la façon dont le ministère de l'Éducation, parce que dans le temps présent, en plus, nous sommes dans une situation particulière. Alors, je ne sais pas comment se passera la rentrée, mais nous sommes dans une situation très particulière. Et nous, l'analyse qu'on a eue, c'est que le ministre a utilisé cette situation particulière pour faire passer un certain nombre de choses, notamment en termes de transfert de mission de l'école. Donc voilà, par exemple, on a, parce qu'on a un syndicat qui syndique l'ensemble des personnels, y compris les personnels administratifs qui travaillent au ministère de l'Éducation, sur le numérique, on a, d'ailleurs il y a eu des débats au CT ministériel là-dessus, eu quelques craintes sur la présence des GAFA et le rôle qu'ils pouvaient avoir en termes d'intervention dans les écoles, en termes de logiciels, en termes de savoir-faire qu'elles mettent à disposition de l'Éducation nationale, qui, dans certains cas, posent des problèmes sur les données, sur l'accès aux logiciels, sur un certain nombre de choses. Donc voilà, avec les collectivités, sur les 2S2C par exemple, là aussi on n'est pas les seuls à avoir émis un certain nombre de craintes à la mise en place de ce dispositif. L'ouverture à l'école, je pense qu'il faut préciser plus clairement ce que l'on entend par ça et surtout la finalité de cette ouverture, c'est-à-dire que pourquoi, qu'est-ce qu'on veut en faire.
parce qu'on l'a vu notamment au niveau des lycées professionnels aussi, on a quelques interrogations sur la façon dont les choses se font. Donc voilà, je crois qu'il faudrait préciser beaucoup mieux la question. Comment dire, moi, je n'ai jamais cru aux discours, aux affirmations de l'école sanctuaire. Ça n'a jamais existé. Il suffit tout simplement de regarder comment l'école primaire fonctionnait, de relire y compris ce que les ministres fondateurs comme Jules Ferry ont pu raconter, ou avant lui bien d'autres figures pédagogiques, pour savoir que l'école a toujours cherché, quand on dit l'école, ce sont les enseignants, ont toujours cherché des appuis pour leur mission, toujours, parce que sinon, elle était rapidement impossible, ou elle s'avérait très difficile. Et ils les ont cherchés tant avec les familles qu'avec d'autres acteurs. Ces dernières années, on a une espèce de renversement, puisqu'il y a une partie des acteurs, et notamment les collectivités territoriales, qui sont aujourd'hui tout à fait légitimes à faire la loi, qui ont pris des responsabilités éducatives, pas forcément scolaires, mais éducatives, des compétences, et qui sont amenés parfois à renverser les rôles, c'est-à-dire à faire des propositions à l'école. Voilà. On a bien vu comment ce basculement s'opérait. Tout ça étant d'ailleurs la plupart du temps fort intéressant, parce que bon nombre d'enseignants ne se voient pas refuser la proposition, par exemple, d'une intervention d'un agent éducatif d'un grand musée municipal pour favoriser l'éducation artistique dessus, ou bien l'intervention d'animateurs sportifs qui viennent, on va dire, proposer des situations éducatives aux enseignants qui ont à faire l'éducation physique et sportive et non pas l'achalandement des clubs sportifs locaux. Voilà, c'est là où la question peut se poser. Donc, je pense qu'il faut revenir un peu à la source du débat là-dessus. C'est, en gros, en quoi l'école est exceptionnelle ? En quoi l'école est exceptionnelle ? Quelles sont ces missions de l'école qui ne doivent pas être déléguées à d'autres qu'elle-même parce que la République fait confiance à cette institution pour les mettre en œuvre. Ce qui ne veut pas dire qu'elle les met en œuvre seule. Dans la plupart des cas, très souvent, elle s'appuie, comme on dit, sur un certain nombre d'éléments extérieurs, de ressources extérieures pour mieux conduire ses missions. Voilà, moi, j'ai un exemple en tête qui est très simple, hein, c'est celui des classes culturelles ou des classes de découverte. Voilà un bon exemple. Hein. L'école se transporte ailleurs. Forcément, donc, les enfants comme les enseignants vont être au contact d'autres réalités que la réalité scolaire. Et nous savons que ce sont de formidables situations d'appui pour les apprentissages scolaires. Voilà un exemple. Par contre, dans ce qui est proposé dans les 2S2C, je rejoins ce que disait Patrick Désiré tout à l'heure, nous sommes extrêmement méfiants à l'égard de cela parce que autant dans la période exceptionnelle qui était celui de la reprise de l'école au mois de juin, il fallait trouver une solution sur le dédoublement des classes, sur des effectifs impossibles à gérer pour dire, bon, allez, pendant 15 jours, 3 semaines, qui est-ce qui veut bien, on va dire en articulation avec l'école, s'occuper de groupes d'enfants d'une manière exceptionnelle. Bon, pourquoi pas, hein, nous sommes d'ailleurs toujours dans une situation exceptionnelle et nous risquons d'être à nouveau à la rentrée. Mais on voit bien que derrière cela, il y a deux choses. D'une part, comme par hasard, les 2S2C ne portaient pas sur les mathématiques, hein, ni sur la lecture, hein, soi-disant fondamentaux de l'école. Portaient sur quoi ? Le sport, c'est-à-dire la maîtrise de son corps, l'éducation artistique, les arts, c'est-à-dire l'entrée dans le monde de la sensibilité et de l'imaginaire, l'environnement, énorme sujet, le monde commun, et la citoyenneté, c'est-à-dire la capacité à être un être politique. Et on voit que la tentation qu'il pourrait y avoir de déléguer à l'extérieur des missions scolaires sur 4 sujets qui sont des sujets centraux aujourd'hui des fondamentaux de l'école est terrible pour l'école. Si on veut la dévaloriser, si on veut la déshabiller, lui enlever une bonne partie de sa colonne vertébrale, on fait effectivement comme ça. Et puis il y a sans doute en arrière-plan, on va dire, des questions d'ordre économique et budgétaire qui font que si les collectivités pourraient, comme c'est le cas dans d'autres pays qui ont fait d'autres choix, et les enfants n'y sont ni mieux ni plus éduqués que chez nous, ou plus instruits que chez nous, qui effectivement organisent autrement, dans le cadre d'une action publique locale, un certain nombre d'activités, mais ce n'est pas le cas du choix français. Donc l'enjeu derrière ce qu'on appelle l'ouverture de l'école, il est de la capacité pour l'école de disposer des meilleures conditions pour remplir sa mission en appui, en interaction éventuelle avec des acteurs extérieurs autres qu'elle-même, et dans des temps qui d'ailleurs ne sont pas toujours des temps scolaires aussi, hein, c'est difficile de les délimiter, peut-être qu'on reviendra sur le sujet. Et puis évidemment, sur les bons moyens dont il faut doter l'école pour qu'elle soit capable de remplir ses missions sans qu'il y ait en permanence le risque de transférer tout cela à l'extérieur, sur le privé, ça a été dit, moi, je pense qu'il y a un vrai risque aujourd'hui sur le numérique, voilà,
personne ne va nier l'intérêt qu'il y a. Les enseignants ont développé de formidables capacités d'imagination pendant la période de confinement là-dessus. Mais on voit bien la prise en main qui pourrait être celle de l'industrie numérique sur l'industrialisation des imaginaires, des esprits et des cultures à travers des pans entiers des apprentissages confiés à des algorithmes. Voilà. Parce que ce ne sont pas des personnes qui sont derrière ces machines-là, c'est déjà à l'œuvre aujourd'hui dans certains systèmes de formation, certains systèmes universitaires. Donc c'est comment on combine l'intérêt qu'il peut y avoir, on va dire, de logique apprenante à distance grâce au numérique avec ce que doit être l'école. Jacques y faisait référence, c'est la rencontre, c'est la médiation permanente avec les savoirs. Ce sont des êtres vivants qui, ensemble, partent à la découverte des savoirs et développent des logiques d'apprentissage qui permettent effectivement de faire pour que personne ne reste au bord de la route. Les professionnels de l'enseignement n'ont-ils pas du savoir qu'une vision restrictive, limitée au savoir penser et non au savoir agir? La culture de l'enseignement disciplinaire ne participe-t-elle pas à cette fragmentation du savoir? J'ai envie de dire deux mots pour à la fois avaliser sur la question précédente ce qu'ont dit mes collègues. On ne va pas se priver de ressources locales, mais il me semble qu'il faut, pour l'ouverture de l'école, serrer les plans politiques, le plan structurel et le plan pédagogique. On voit bien qu'il y a un risque dans une ouverture sans ridelle de détricotage de l'école publique et qui pourrait aller vers de l'inégalité de l'offre d'éducation. Et sur le terme des contenus, des risques de dépossession progressive des prérogatives de l'école qui pourraient du coup être réduites aux fondamentaux. Autrement dit, c'est la promesse d'une pauvre école pour les pauvres. Et moi, j'en veux pas de cette école-là. Je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Sur maintenant la question des disciplines, l'évolution des disciplines. Là encore, ça mérite qu'on s'y arrête. Évidemment qu'il y a à penser à l'appréhension, la complexité, etc. Mais on connaît aussi les risques d'une sorte de dilution des contenus. On a connu, vous savez, la pédagogie de l'éveil, je pense à ce qui prévalait les années 70, 77, avec quelque chose qui, du coup, ne nommant plus les choses, était ici et nulle part. Et je crois aussi qu'il y a des sorts actuellement très inégaux des éducations A. En même temps, comment à la fois respecter les grammaires qui ont été travaillées par chacune des disciplines, des champs disciplinaires, tout en maintenant cette capacité ou en développant cette capacité de mise en relation, de saisir les interdépendances, etc. Moi, il me semble qu'il pourrait y avoir à côté de cet enseignement ou intégré à l'enseignement des disciplinaires, comment un même objet ou phénomène peut-il être appréhendé selon différentes disciplines? Travailler tel ou tel plan esthétique, conceptuel, scientifique, historique pour un même objet, ça, ce serait une manière déjà d'enrichir l'approche du réel. Deuxième possibilité, me semble-t-il, c'est tout ce qui est autour du travail par projet. On pourrait imaginer des parcours, je crois que ça s'est déjà fait, des parcours dans lesquels on pourrait imaginer sur l'ensemble du cursus, c'est à voir, mais pourquoi pas une enquête sociologique. Là, je reprends une proposition de Bernard Lahire sur ce sujet-là, ça me semble tout à fait pertinent. Création de spectacles, élaboration technologique, préparation d'un séjour à l'étranger, étude écologique d'un site ou d'une rivière, plan d'urbanisme, en lien éventuel avec des professionnels, des spécialistes du champ, afin de développer ce que j'appellerais des capacités d'investigation qui mêlent à la fois développement de la curiosité et de l'esprit critique. On est entièrement favorable au fait d'organiser des projets. D'ailleurs, il suffit de reprendre ce qu'on écrit dans nos résolutions de congrès sur ces sujets-là pour voir que l'idée de projet ne nous pose pas de soucis. C'est-à-dire que nous souhaitons effectivement, et nous encourageons nos militants à s'inscrire dans ce type de démarche. Je pense que la question soulevée aujourd'hui autour, alors je ne l'ai pas
tant compris dans l'intervention comme la question disciplinaire que de celle finalement de la hiérarchie des savoirs. Parce que je pense que le débat sur, on va dire, champ disciplinaire et approche globale et complexité, non qu'il ne soit dépassé, mais on a beaucoup progressé, je trouve, ces dernières années là-dessus. On n'est plus dans l'univers des caricatures, aux républicains les disciplines, aux démocrates l'éducation ou l'éducation A. Voilà, on est sorti de ça pour ceux qui travaillent un peu sérieusement. Mais par contre, la hiérarchie des savoirs, c'est une question redoutable pour l'école. Ça m'a valu un vif débat au sein de l'inspection générale quand j'étais intervenu à l'occasion d'un hommage à Philippe Mérieux pour regretter, c'était 3 jours après les attentats, que dans l'enseignement professionnel, personne ne se soit jamais préoccupé de la question philosophique. Heureusement que les enseignants s'en préoccupent dans bon nombre de leurs enseignements parce que la responsabilité est grande, pas de même nature. Et pour avoir conduit des projets dans l'industrie automobile, j'en avais quelques souvenirs. La responsabilité est grande entre l'ouvrier tourneur hautement qualifié de chez Peugeot qui règle les systèmes de frein sans lesquels chacun peut être amené à se fracasser sur un mur et le préfet chargé de la sécurité routière qui est chargé, lui, de coordonner une politique d'ensemble de sécurité routière. Ils sont tous les deux responsables de la manière dont nous allons ou pas rester en vie dans nos voitures. Mais quand est-ce que cette question est formalisée, y compris avec leurs mots, avec leurs entrées, avec les jeunes aujourd'hui dans les lycées professionnels? Heureusement qu'il y a quelques projets qui traînent de ci, de là. Mais nous sommes dans un pays qui a décidé d'amputer officiellement une partie de l'enseignement, et c'est l'enseignement professionnel, par exemple de la réflexion philosophique. On pourrait dire la même chose de l'éducation artistique pour bon nombre. Et puis plus globalement, effectivement, Jacques le rappelait, sur ce qu'on pourrait appeler effectivement les savoirs d'action, c'est-à-dire ceux qui naissent ailleurs que dans les apprentissages disciplinaires, mais qui naissent aussi au concours des apprentissages disciplinaires, quand il faut justement voir comment mobiliser des savoirs à des fins finalement d'en découvrir d'autres dans l'action. Et là, on trouve tout l'intérêt à la logique de projet interne à l'établissement ou à la logique de projet entre l'établissement et d'autres acteurs à l'échelle du territoire. On y viendra peut-être parce qu'on a développé quand même depuis quelques années une réflexion assez forte sur la question territoriale. Et je pense qu'il y a en creux et en arrière-plan des risques d'inégalité. Enfin, les inégalités ne sont pas nées avec les territoires, hein. Elles ont existé dans l'école avant tous les débats sur les politiques territoriales. Mais se joue à l'échelle des territoires quelque part pour l'école, sa capacité à être effectivement au cœur d'un territoire, ce lieu exceptionnel où naissent aussi des projets qui permettent à des enfants et à des jeunes de faire l'expérience de leur territoire et l'expérience finalement de la mise en action des savoirs scolaires sur le territoire à travers des projets qu'ils peuvent conduire dans l'école, à l'articulation de l'école, dans les associations où ils sont, ou parfois tout simplement d'une manière personnelle ou à quelques camarades ou copains dans le quartier ou dans le village. Et cette question de la hiérarchie des savoirs est un peu comme celle que j'évoquais sur cette espèce de spontanéité des savoirs comme étant formateur d'une conscience solidaire, dont on sait que ça ne marche pas comme ça. C'est un peu une question cachée dans l'école. On n'ose pas trop se la poser. Quand elle est un peu soulevée, immédiatement, il y a quelques docte-paroles pour nous rappeler qu'il y a quand même des choses plus importantes que d'autres. Mais quand est-ce que ce débat a eu lieu ? Qu'est-ce qui est plus important dans la construction des savoirs nécessaires pour mettre dans sa boîte à outils pour, comme on dit, apprendre toute sa vie, bien malin et qui peut y répondre comme ça d'un claquement de doigts en pensant que ce qui marchait il y a 30 ans marche encore aujourd'hui. Enfin, on le voit bien. Hein. Appréhender, comme on dit, la complexité, l'incertitude, mais aussi trouver confiance en soi nécessite sans doute d'aller puiser dans une diversité de savoirs, mais qu'il faut aussi un moment organiser, parce que sinon l'école n'est pas l'école. Voilà. C'est une institution qui doit aussi fonctionner et fabriquer un moment des repères communs, des démarches qui sont suffisamment communes pour ne pas créer un petit peu plus, on va dire, de situations disparates qu'il y en a aujourd'hui. C'est une redoutable question. Hein. Bon, Jacques la connaît bien mieux que moi, parce que je pense que les chercheurs travaillent là-dessus depuis très longtemps. L'école a des efforts à faire. Voilà. Et je dirais, voilà, je termine là-dessus sans provocation, que les choses ne s'arrangent pas en grandissant. Voilà. On peut considérer qu'à l'école maternelle, puis à l'école élémentaire, les savoirs sont, on va dire, relativement égaux dans leur approche. Quoique, hein, on pourrait commencer à en discuter aussi.
mais plus on grandit en apprentissage et plus on s'éloigne véritablement d'une reconnaissance, comme on le dit quand on veut être un peu emphatique aussi, en égale dignité de tous les savoirs de l'école. Comment pensez-vous aujourd'hui les inégalités scolaires? Elle ne se posait pas cette question-là dans l'époque où sortir de l'école sans qualification ne posait pas de problème d'une France du plein emploi, bon, qu'un certain nombre d'entre nous ont connu. Tout change aujourd'hui avec non seulement la nécessité de diplôme pour pouvoir accéder à quelque emploi que ce soit, mais aussi pour faire face à la complexification de la société dans laquelle on vit. Et au GFEN, ce qui nous semble profondément difficile avec cette question de la difficulté scolaire, c'est le moment où se fait la bascule pour un certain nombre de gens, sur la base de leur expérience scolaire, de finir par croire à leur propre incapacité personnelle. Pas que ce phénomène dont parlait déjà Bernard Charlot il y a maintenant au moins 30 ans reste extrêmement fort quand on interroge des jeunes décrocheurs ou des adultes. Ce qui est frappant, c'est de voir combien les gens ont intériorisé de façon durable le propre sentiment de leur incapacité, qui les amène du coup à être rétifs pour s'inscrire dans une nouvelle formation, qui aujourd'hui, cette capacité de formation en continu devient le nécessaire lot commun. Un père maçon me dit, moi ça fait déjà 3 fois que je vais en formation, nouveaux matériaux, nouveaux procédés de travail, ça va être le lot de tout le monde. Donc, la mission de l'école, me semble-t-il, c'est, y compris s'il peut y avoir une diversité des parcours, comment installer ces idées chez chacun, enfin de ce que le GFEN porte, le tous capable, il est en train de dire ça. Comment faire pour que chacun se sente capable de dépasser ce qu'il croyait être ses propres limites. C'est ça la leçon. Hein, parce qu'on pourrait dire que, effectivement, ce qui irrigue les discours politiques de politique scolaire, c'est la croyance ici au don, là au handicap socioculturel, autrement dit, on va faire avec les inégalités et puis dans une difficulté de les dépasser. Sauf que on s'aperçoit que c'est extrêmement dangereux parce que ça va beaucoup plus loin, ça va marquer les itinéraires des individus. Nous, on est vraiment sur l'idée de faire l'expérience aux jeunes générations que grâce à la coopération avec les autres, les impossibles peuvent être dépassés, hein, que du coup, il n'y a de limite que celles qu'on s'impose. Et je pense que ce que les élèves vivent à l'école devrait être inspiré par cette idée-là, hein, de façon à ce que, à quelque âge qu'on se situe, on ne puisse jamais renoncer à se réinscrire dans un développement personnel. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Celle de la poursuite d'études, par exemple, si j'ai bien compris ce qui a été dit, c'est-à-dire que, alors, il y a ce qu'on souhaite et il y a ce qui est en train de se faire. Ce qui est en train de se faire, notamment avec Parcoursup et les nouvelles règles d'accès à l'université, je pense, vont réduire les chances de certains élèves de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. On verra. Là, on a un exemple concret et exceptionnel du fait du taux de réussite du bac 2020. On va voir comment ça va se traiter à la rentrée, mais il y a là évidemment un souci, et je crois que c'est d'abord une volonté politique de faire un tri parmi les jeunes qui pourront accéder à l'université et mener un parcours universitaire. Et ce tri-là, il ne se fait pas uniquement sur la base du mérite, mais sur d'autres critères, notamment sociaux. Donc, il y a pour nous là déjà un vrai sujet en soi. Après, on peut légitimement se poser la question de comment organiser l'articulation entre l'enseignement secondaire et
le passage à l'université. On peut aussi avoir une réflexion, par exemple, sur le fonctionnement des grandes écoles et tout ce système de grandes écoles. Qui est en fait une véritable machine à reproduire les élites, on peut le dire comme ça, hein, je crois. Après, il y a, je crois, parce que j'entends ce que vous dites, mais j'ai eu l'occasion d'aller visiter les collèges et les lycées de Mayotte juste avant le confinement. C'est très compliqué de faire passer des savoirs à l'école à des enfants qui ont cours que la moitié de la journée. Parce que c'est comme ça que le problème se pose dans certains territoires. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont cours le matin et comme il n'y a pas assez de place, ils n'ont pas cours l'après-midi. Et puis on pourrait prendre d'autres exemples comme ça dans des académies métropolitaines. Et je crois que nous ne pouvons pas faire abstraction des moyens que l'institution et que l'État donnent à chaque jeune. Et puis nous ne pouvons pas faire l'économie de la réflexion sur le type de formation qui sont enseignées. Je connais assez bien la voie professionnelle pour y avoir enseigné. On sait qu'un certain nombre de filières ne permettent pas une insertion professionnelle au niveau 4, c'est-à-dire au niveau bac, dans un certain nombre de filières. On pourrait prendre des exemples très précis, notamment tout ce qui concerne la gestion administration, par exemple. Donc, je crois qu'il y a une vraie réflexion à mener à la fois sur les diplômes et la poursuite d'études post-enseignement secondaire, et en tout cas pas faire ce qui est en train de se faire avec Parcoursup et la loi OR en fait, mais en tout cas il y a quand même une réflexion à mener sur les filières et sur la façon, le type de formation qui est donné aux jeunes qu'on envoie sur le marché du travail avec des formations des fois qui ne correspondent pas à l'évolution du tissu économique, tout simplement. Et là, je crois qu'il y a différents sujets à traiter à la fois sur cette transition secondaire post-bac. Il y a aussi, je crois, à discuter de la façon dont fonctionne l'institution dans certaines académies. Et la capacité, ça c'est une observation toute simple, la reproduction, l'école reproduit quand même un certain nombre d'inégalités de façon quasi mécanique. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie non plus. Je suis de l'Académie de Paris, par exemple, du fonctionnement du système de grandes écoles, par exemple, qu'on pourrait avoir dans notre système scolaire, qui est, je crois, quelque chose d'assez unique en Europe et même par rapport à beaucoup d'autres pays. Donc, il y a toutes ces questions-là, peut-être les prendre une par une et peut-être les creuser un peu plus, je ne sais pas. Comment se pose aujourd'hui la difficulté scolaire? On va dire c'est un domaine qui est bien renseigné. La littérature est quand même abondante sur tout ça. On pourrait dire de cette question de la difficulté scolaire un peu d'ailleurs toute l'école. C'est que tout a été à peu près dit, renseigné, empilé, régulièrement actualisé. Et on sait tout de l'école, mais finalement assez peu de choses de ce qui se passe dans les classes. Oui, c'est le problème. C'est pas moi qui dis ça. Je crois que je le reprends d'une formule de je ne sais plus qui, mais en fait le cœur du problème réside là. Parce que si on sait tout de l'école, c'est que faisons-nous de ce que nous savons, ce qui vient d'être rappelé par Patrick Désiré sur ce qu'on appelle la reproduction est bien renseigné, et pas simplement depuis Bourdieu et Passeron, il est renseigné plus récemment. C'est-à-dire que le système scolaire français n'est pas un système qui démérite, simplement il est très efficace pour la moitié des élèves. Et puis, il a donc, c'est en gros à peu près le cas de bon nombre du système scolaire des pays de l'OCDE. Par contre, on a une particularité qui est très très forte, c'est l'assignation sociale de la réussite. Ce que Pierre Merle appelle la démocratisation ségrégative. En gros, on n'en sort pas, c'est-à-dire qu'en gros, les enfants d'ouvriers et d'employés, dont il faut rappeler que c'est la moitié de la population du pays, la moitié de la population du pays, constitue le gros des troubles de l'enseignement professionnel et des études les plus courtes, et les enfants de cadres supérieurs et d'enseignants constituent le gros des troubles des formations supérieures et de ce que Patrick Désiré rappelait par rapport aux grandes écoles et compagnie. Voilà. Et on ne sort pas de ça. Voilà. Ça progresse très très peu. Pourquoi? Alors que
sur la question des élèves moyens, etc. Bon, ça progresse plutôt. Voilà. Donc ça progresse pas. Et ce sur quoi on progresse très peu aussi, c'est ce qu'on appelle plutôt la grande difficulté scolaire, c'est-à-dire ceux dont on dit qu'il faudrait qu'ils raccrochent. Voilà, on ne dit plus les décrocheurs, on parle du raccrochage. Aujourd'hui, ça doit être pour se donner bonne conscience, où là aussi on patine un petit peu devant cette question alors qu'on sait. Alors, pourquoi la démocratisation ségrégative? Là aussi, c'est bien renseigné, on sait comment s'organise le recrutement des grandes écoles, comment on va dire les univers culturels familiaux pèsent énormément parce que la critérisation pour accéder à ces filières-là est une critérisation fondée sur la culture aujourd'hui des CSP+, et du monde enseignant universitaire. Voilà, c'est comme ça. Et donc, pour casser ça, il faudrait d'abord se réinterroger sur l'existence ou pas des grandes écoles. La France est une exception en la matière. Dans la plupart des pays, il n'y a pas de grandes écoles, c'est l'université. Et puis des écoles professionnelles. Nous avons une université qui est dispensée aujourd'hui d'une bonne partie des étudiants qui vont sur les grandes écoles et d'une autre partie qui vont sur les rares écoles professionnelles supérieures qui existent, la magistrature, etc. Il y a aussi dans le domaine médical. Donc voilà, ça je dirais que c'est le problème de l'appel par le haut, quoi. Mais pour résoudre cette question, il me semble qu'il faut raisonner à la fois par le plancher et par le plafond. Et on sait que l'élévation du plafond n'a jamais entraîné l'élévation du plancher. C'est pas vrai, ça. Dans toute l'histoire de l'école. Il faut élever le plancher pour avoir une chance qu'effectivement aussi, ceux qui ont envie de poursuivre et d'aller plus loin soient moins différenciés socialement pour le faire. Donc, ça pose la question d'une école de base solide. Voilà. Solide, qui assure des savoirs qui sont des savoirs les plus utiles pour cela et qui, en plus, puisque ça a été évoqué, se situe dans la perspective d'apprendre toute sa vie. Parce que là, c'est la seconde particularité française. La place du diplôme est une place sans commune mesure avec tous les autres pays européens de l'OCDE. Sans commune mesure. C'est-à-dire, sans diplôme, on part très mal dans la vie. Voilà. Dans beaucoup d'autres pays qui ont un niveau de développement équivalent au nôtre, on peut ne pas avoir acquis un diplôme et finalement l'acquérir un peu plus tard. Voilà. Donc, les phénomènes d'aller-retour, de passerelle entre les différents mondes professionnels et de formation sont beaucoup moins étanches que chez nous. Il y a eu des efforts quand même. Il faut rappeler que dans la dernière loi d'orientation de 2013, théoriquement, le service public d'éducation, l'école, a l'obligation de ne pas laisser un élève qui quitte le lycée sans le bac avoir toutes les chances de le réobtenir. C'est dans la loi, ça, normalement. Combien de lycées ont aujourd'hui les moyens de réaccueillir des élèves qui ne réussissent pas le bac? On voit bien que c'est une course effrénée à retrouver l'établissement pour aller reprendre des études. Donc, il y a la question des moyens, il y a une question très forte aujourd'hui d'habitude, l'organisation du cursus scolaire et des représentations. Mais ça va de pair, encore une fois, avec une partie de nos discussions de tout à l'heure, c'est-à-dire il faut consolider, solidifier cette école commune de tous, jusqu'à l'âge de 16 ans. Certains militent pour qu'elle soit poussée à 18 ans. Bon, quasiment tout le monde y va jusqu'à 18 ans. Mais qui ne génère pas dès le début cette différenciation sociale qui est corrélée à la question des savoirs de l'école. C'est un redoutable travail. Je vais risquer une idée là-dessus, parce qu'elle ne coûte rien. Elle ne coûte rien. Interdisons tout classement des collèges et des lycées qui ferait par exemple qu'au collège, on reconnaît les bons collèges au pourcentage d'élèves qui vont dans les filières de l'enseignement général. Parce qu'à partir du moment où un bon collège est un collège qui a plus d'élèves que le collège voisin qui va dans l'enseignement général, l'enseignement professionnel et technologique est dévalorisé. Et la machine infernale est en route. La hiérarchie des savoirs est à l'œuvre immédiatement dessus. Tous les savoirs professionnels, tous les savoirs technologiques sont systématiquement minorés et ont moins d'importance dans la société. Interdisons cela. Or, c'est l'institution elle-même qui, à bien des égards, encourage la classification des collèges, puis des lycées aussi. Parce que les meilleurs lycées sont les lycées qui fournissent le plus d'élèves dans les classes préparatoires. Ce ne sont pas les lycées qui permettent à tous les lycéens, qu'ils soient dans la voie technologique, professionnelle ou générale, d'accéder au baccalauréat et de décider derrière soit de poursuivre des études, soit d'entrer dans la voie active. En quoi entrer directement dans un métier après un bac professionnel ne serait pas reconnu à égalité dans la société avec l'entrée en classe préparatoire à Sciences Po?
Que pensez-vous de cette évaluation qui pénètre au cœur et à tous les étages du système scolaire? Comment devrait-on la penser? Pour la question de l'évaluation, il me semble que on voit bien qu'elle glisse périodiquement vers une fonction de contrôle. Contrôle avec des contenus maquettés, avec un pilotage hiérarchique. Je pense qu'il faut vraiment revenir à ce qu'est l'étymologie de l'évaluation, c'est la question de la mise en valeur des acquis et des progrès réalisés. Autrement dit, avec force, réhabiliter la valeur formative de l'évaluation qui permet à la fois de clarifier les attendus, de situer les acquis, de projeter du coup l'orientation du travail qui reste à établir, à faire, autant du côté des élèves que du côté de leurs parents, que du côté des enseignants. Voilà. Donc, permettre une évaluation qui permette à l'élève, me semble-t-il, de s'auto-réguler à l'égard de ses apprentissages. Donc, un outil de clarification des attendus et qui permette l'autorégulation. Alors, c'est un des outils. On parlait de ce qui pouvait générer les difficultés à l'école. Il n'y a pas que l'évaluation. Moi, ce qui me semble, c'est que les moyens dont on dit qu'ils n'ont cessé d'évoluer, en fait, ont assez peu concerné la formation des enseignants, ni initiale, ni continue. Or, c'est la pièce majeure si on veut faire évoluer les mentalités, les pratiques, de mettre le paquet là-dessus. Et puis, l'autre point, c'est plus sur les questions politiques, avec des politiques éducatives qui sont très ambiguës sur la question de la réussite de tous, et notamment des enfants de milieux populaires. Je ne m'attarde pas dessus, on partage ça. On a l'impression qu'un certain nombre de politiques n'y croient pas, voire ne le souhaitent pas. Discours dominant reste du côté de l'élitisme républicain, comme si la démocratisation ne pouvait se payer qu'au prix de l'abandon des exigences en matière de contenu et de programme. Donc là, on voit bien que le politique a sa fonction, a joué sa pleine fonction. Et puis, le paquet sur la formation, ce n'est pas un hasard si depuis, on pourrait dire, les années 2007, elle a été quasiment éradiquée dans le paysage national, mis à part quelques lieux. Et donc, c'est une priorité pour nous de relancer ce qui est un nécessaire outillage professionnel pour un autre exercice du métier. On partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'évaluation elle doit être à la fois bienveillante et elle doit éviter de décourager l'élève et de le stigmatiser. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cette question-là. Actuellement, évidemment, alors l'évaluation, il ne vous a pas échappé, alors il y a différents types d'évaluation, c'est le maître mot de Blanquer sur plein de choses, puisqu'il parle, évidemment, il y a la question de l'évaluation des élèves, mais il y a aussi la question de l'évaluation des établissements. Vous êtes sûrement... vous savez sûrement comme moi qu'on est en train de mettre en place un conseil d'évaluation de l'école. Une des choses que nous avons dites à la présidente quand nous avons rencontré au mois de juin ou début juillet, c'était d'éviter justement tout système qui pourrait permettre à faire un classement des établissements parce que, ça a été dit, ça vient notamment pour les établissements qui se trouvent dans certains quartiers populaires. Donc, après, donc là aussi, nous regardons ce qui va être fait, mais il est évident que la politique qui est en train d'être menée est celle, justement, qui va... l'institution va mettre en place des outils qui va permettre d'évaluer, de continuer l'évaluation telle qu'elle se pratique, mais surtout d'évaluer aussi les établissements avec toutes les conséquences sociales et de mixité ou de non-mixité que ça peut avoir. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup sur les évolutions à venir de l'école.
là-dessus? Oui, bah, sur la formation, je pense que Jacques a tout dit. La question on va dire, sur les 15 dernières années, a parfois semblé vouloir être prise au sérieux. Et puis, elle s'est réenterrée après pour des raisons qui ne sont pas que des raisons budgétaires, hein, évidemment, mais qui le sont aussi. Juste pour la petite histoire, mais je suppose que chacun le sait, au moment des négociations parfois âpres de la loi d'orientation de 2013 avec l'environnement de Vincent Payon qui était à la manœuvre à l'époque, certains demandaient à ce que les enseignants soient formés comme les magistrats, c'est-à-dire dans une école professionnelle, adossée évidemment au système universitaire, mais dans une véritable école professionnelle. Ce qui a été retenu ensuite sous la forme des SP est une espèce de quote-part mal taillé, on va dire comme ça, hein, à l'articulation des deux, mais dont on voit bien que, on va dire, la primauté de l'université sur les SP, avec le peu de culture professionnalisante que l'université a abouti à l'impasse que sont devenus bon nombre d'SP, pas tous, mais voilà. Donc, les projets de Blanquer en la matière ne sont que des projets guidés soit par l'économie, soit par, on va dire, une conception de la formation professionnelle des enseignants, qui est une conception à laquelle il n'a pas beaucoup réfléchi, semble-t-il. Donc, c'est un gros sujet, la formation des enseignants, parce que nous sommes dans un pays, quand on regarde au niveau européen les autres pays, tout à l'heure, je ne sais plus, quelle référence à l'Écosse, par exemple, que je connais un peu pour avoir fait 2 missions d'inspection générale, nous sommes des, entre guillemets, excusez-moi, c'est trivial, mais des rigolos par rapport à ces pays-là. Voilà, nous ne formons pas les enseignants correctement. C'est au petit bonheur la chance que ça se passe, hein. Même la Suisse les forme mieux. Enfin, c'est pas agréable pour les Suisses, c'est ce que je dis. Comme je suis frontalier, il faut que je fasse gaffe. Mais voilà, la Suisse forme sérieusement ses enseignants. Alors après, on peut diverger sur les contenus, les modalités et tout. Donc, il faut vraiment s'attaquer à cela, et pour plein de raisons, pour celles qui viennent d'être dites, mais aussi pour celles qu'on a évoquées un peu précédemment, pour que des enseignants aient, par exemple, un vrai savoir-faire sur la manière de s'appuyer sur les ressources à la fois internes de l'établissement et externes de l'établissement. Ça ne repose pas sur la génération spontanée. Voilà. Autant l'instituteur sous Jules Ferry, ou jusque dans les années 40-50, qui habitait son village, qui connaissait à peu près toutes les familles, qui savait où aller dénicher le truc qui allait lui permettre de faire, etc. C'était encore envisageable. Autant aujourd'hui, ça ne fonctionne plus nulle part. Il faut apprendre véritablement à travailler pour mettre en œuvre sa mission d'enseignant avec tout ce qui est à sa disposition dans l'établissement ou dans l'école et éventuellement à l'extérieur. Et puis parfois, il faut aussi apprendre à travailler avec les autres, hein, ses propres collègues, les propres personnels de l'établissement. Et tout ça, on continue à croire que c'est de la génération spontanée. En gros, les enseignants naissent naturellement, apprenants, intellectuels, s'engageant toute leur vie pour mettre à niveau leur savoir, curieux, sans jamais fatiguer. Enfin bref, on est dans quelque chose qui est quand même assez étonnant, mais là aussi, il y a une littérature de personnes plus compétentes que moi sur les formations, les différents scénarios qu'on pourrait esquisser, sur lesquels vous pourrez vous appuyer, évidemment. Juste une dimension, parce qu'on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Moi, je pense que ce n'est pas possible de réfléchir aujourd'hui à l'école, entre guillemets, pour la réinstituer. Moi, je n'ai pas peur de ce terme-là. Hein. Je pense, mais j'ai cru comprendre à travers vos propos que c'était le même cas, qu'il y a un vrai danger aujourd'hui. Voilà. Le danger qui menace l'école publique, il faut faire gaffe. Il y a encore quelques volontés privées, confessionnelles, mais il est relativement mineur, celui-là. Il existe toujours. Hein. Peut-être qu'on en parlera, mais on est là aussi dans une incongruité européenne, d'un double système, etc. Mais non, le danger, c'est quasiment son délitement organisé par l'intérieur. Hein, c'est le transfert progressif des missions de l'école vers, on ne sait pas bien qui, mais vers ceux qui en tireront le meilleur profit là où c'est rentable, et puis vers les autres là où c'est pas rentable. L'école primaire, ça rapporte rien, hein, mais l'enseignement supérieur, ça peut rapporter. Hein, il y en a qui gagnent un peu, et puis même l'enseignement secondaire. Donc une manière, il me semble, hein, de réfléchir à une réinstitutionnalisation de l'école et donc à redéfinir son caractère exceptionnel et fondateur, c'est aussi de mieux l'articuler à cette question de l'apprendre toute sa vie. Voilà. Là aussi, il y a un peu d'impensé. Hein, on va dire, la pensée profonde de Condorcet et de quelques autres nous a laissé croire que naturellement, ce qu'on faisait à l'école allait servir à apprendre toute sa vie. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Ou tout du moins, si ça marchait un peu, à l'heure où on vit 90 ans, c'est plus tout à fait pareil. Hein. Et puis,
à l'heure de la complexification du monde, et puis surtout de la concurrence très déloyale des autres sources d'apprentissage. Je dis très déloyale. Voilà. Qu'est-ce que ça pèse dans l'esprit d'un enfant aujourd'hui, malgré la qualité des enseignants, le réconfort du cadre scolaire, la sécurité qu'ils y trouvent encore beaucoup, à côté de la séduction du monde aujourd'hui, de l'engendrement qu'on connaît, et pas simplement à travers les industries des GAFA, mais voilà, c'est compliqué. Il suffit de discuter avec les jeunes eux-mêmes, avec leurs parents, avec les enseignants aussi, pour se rendre compte qu'on n'est pas maître complètement du jeu. Et donc, que l'école essaie de trouver la meilleure manière, encore une fois, de remplir la boîte à outils qui permettent d'entretenir, de cultiver le désir d'apprendre toute sa vie pour soi-même, pour s'adapter professionnellement, pour changer de voie, pour être citoyen, etc. Ça n'est pas de la génération spontanée, quoi. C'est une conception à un moment de l'école et qui n'est pas figée. Sans doute, il faut lui permettre en permanence d'intégrer des choses nouvelles en sortant d'autres, parce que sinon, elle ne fera pas tout. Voilà. Mais cette relation entre les deux, éducation, formation, tout le monde l'a dit, et éducation première, est affichée comme un slogan, mais n'est pas véritablement travaillée. Mise à pied, sanction, le personnel de l'éducation nationale est attaqué dans ses missions et ses responsabilités. N'est-il pas nécessaire de réaffirmer le rôle et les missions de chacun ainsi que la liberté dans la réalisation de ses missions? Alors déjà, effectivement, pour un enseignant, ce serait peut-être même sûrement très compliqué de refuser de faire passer les évaluations. Il s'exposerait à différents types de sanctions plus ou moins graves selon le bon vouloir du recteur. Mais en tout cas, je confirme, ce serait compliqué pour lui de refuser de le faire. C'est évident. Absolument. Absolument. C'est quelque chose. Il y a une. Alors, je ne sais pas si on peut parler de reprise en main. En tout cas, il y a une dérive de la part du ministre, notamment une accentuation en tout cas, de vouloir remettre au pas, le mot est trop fort, mais en tout cas imposer des décisions qui ne puissent pas être contestées. Et en gros, on a un ministre qui donne des directives à des recteurs, les recteurs donnent des directives, et ces directives peuvent être interprétées par le recteur, mais par les enseignants sûrement pas. Et on a des exemples multiples, il n'y a pas que les évaluations. On a vu par exemple au moment du passage des E3C un certain nombre de choses se faire. Il y a une dérive inquiétante pour la liberté pédagogique des enseignants et pour leurs conditions de travail, tout simplement. Et malheureusement, je crois que c'est quelque chose qui va en s'accentuant. Et effectivement, dès l'article 1 de la loi Blanquer, ça fait partie des choses qui ont été renforcées. En tout cas, nous, on a interprété comme ça, même si le ministre a dit que nous étions paranoïaques et que, pas qu'à nous d'ailleurs, mais qu'il ne faudrait pas y voir une restriction de la liberté des enseignants. De fait, quand on voit, on a eu, puisque en général, quand ça se passe mal et qu'il y a soit un conseil de discipline, soit une convocation, souvent les collègues se font accompagner d'une organisation syndicale, dont parfois la nôtre. Nous avons vu une multiplication des cas de ce genre-là dans la dernière période, c'est évident. C'est évident. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Et c'est malheureusement quelque chose, je pense, qui est en train de s'amplifier dans les mois ou les années à venir, en tout cas avec ce pouvoir-là. Question délicate de la liberté pédagogique, qui est à penser aussi, quelles que soient les sensibilités politiques au pouvoir. Il me semble que tout ça s'inscrit dans ce qui régule l'ensemble de la fonction publique. Le concept de liberté pédagogique qui est toujours dans le cadre des missions de programme définies nationalement. Et c'est plutôt la liberté d'initiative pour les mettre en œuvre au niveau de la programmation, de la progression, d'élaboration des séquences, de l'évaluation, des méthodes pour le faire. Comme toi, je suis plutôt d'un esprit plutôt prêt à prôner de la désobéissance civile quand il me semble qu'un certain nombre de décisions ministérielles descendantes
qui me semble aller contre les missions fondatrices de l'école, formée à la liberté, créativité, esprit critique, etc., quand cette même créativité, responsabilité, esprit critique sont déniés au personnel qui sont même eux-mêmes chargés de l'enseigner aux élèves. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être en mesure de pouvoir juger d'un certain nombre de décisions en disant ça nous semble contraire aux principes même qui surplombent les missions évoluent à l'école par la nation. Il y a quelque chose à travailler dans cet espace-là. Ok. Eric? J'arrête là pour cette question. Oui, le contexte, il est double. Il y a à la fois, on va dire, ce qui caractérise, alors pas simplement le gouvernement actuel, mais il y a la tendance lourde des démocraties dites libérales, c'est le libéralisme autoritaire. C'est ça qui est à l'œuvre. Il y a que, d'un côté, c'est une invitation à faire, à laisser aller largement la liberté créatrice et l'imagination, et puis de l'autre, c'est le renforcement de toutes les logiques et de contrôle et de toute la chaîne hiérarchique, hein, parce que pour avoir été un peu dedans, moi j'ai bien vu comment fonctionnait en permanence la tuyauterie entre le cabinet d'un ministre, un rectorat, un DAZEN, une inspection académique, et les inspecteurs de terrain, qui soient dans le premier degré ou que ce soit les IAIPR. Hein. La remontée de données était un exercice quasiment permanent et quasiment le seul exercice que les corps d'inspection avaient à faire. Là où précédemment, on pense ce qu'on en veut, mais on avait des inspecteurs parfois entraîneurs pédagogiques, capables de former, capables d'intervenir, d'aller parfois panser les plaies, etc. Toute cette dimension du travail de l'accompagnement qui pouvait parfois apparaître comme, entre guillemets, hiérarchique, mais qui avait aussi parfois, quand c'était des personnes tout à fait qualifiées pour le faire et qui avaient envie de le faire, un grand intérêt pour nos collègues, et maintenant, aujourd'hui, quasiment passé à la trappe. Hein. Donc, on est sur une mise en ordre, voilà, et sur quelque chose d'extrêmement descendant. La seule remontée n'est pas une remontée de pratique, mais une remontée d'exécution ou pas de la politique du ministre. Et puis, il y a une deuxième dimension, vous l'avez évoqué un peu, mais qui est le produit de la première. Hein. C'est l'infantilisation, tout simplement, des professionnels et des enseignants. C'est leur infantilisation. Il n'y a qu'à voir à nouveau, malgré la brèche qui aurait pu être ouverte, et les quelques corrections qu'il y a eu après, la manière dont le ministère de l'Éducation nationale a organisé le travail des enseignants en situation de confinement. Hein. On a effectivement un exemple même de l'absence de confiance. Alors après, le ministre et son cabinet et ses services ont été obligés de reconnaître que les enseignants, en gros, ils avaient fait le boulot, qu'ils s'étaient débrouillés tout seuls, et parfois avec des doubles journées, et qu'ils avaient développé beaucoup de savoir-faire, d'inventivité, mais aussi de questionnement sur leur métier, etc. Et qu'ils étaient souvent bien seuls. Hein. Voilà. Mais cette infantilisation est à l'œuvre. Ce n'est pas simplement depuis 2 ou 3 ans. Alors, il y a eu parfois on va dire, des ministres plus volontaires qui ont tenté de sortir de ça. Voilà. Je pense que Peillon et Najat Vallaud-Belkacem ont été un petit peu les artisans de ça à un moment. Ça n'a pas duré très très longtemps parce que voilà, c'est un mouvement profond. Alors, comment sortir? Parce que la question, évidemment, c'est comment sortir de ça. Bon, alors ça passe par la formation, hein, en partie parce que, alors le mot n'est sans doute pas juste, mais j'en ai pas d'autre. Je pense qu'il faut, à côté de la question de la liberté pédagogique que Jacques évoquait, mais que Dominique Buston a beaucoup traité aussi dans ses ouvrages sur le professionnalisme, il y a quand même globalement une forme de dépolitisation de la fonction publique. Voilà, je n'ai pas d'autres termes, hein, pour le moment. C'est-à-dire qu'en gros, une partie de la fonction publique, ce n'est pas elle qui est en cause et son niveau de formation, parce qu'elle est même plutôt, on va dire, d'un point de vue universitaire, formée supérieurement. Mais c'est comme si la conscience, notamment chez les enseignants, mais on le trouve dans une autre vectorielle aussi, parce qu'il y a une fonction publique importante, on trouve finalement une espèce de volonté de retrait de la chose publique. Voilà. Sans doute parce qu'il y a beaucoup de coups à prendre, hein, et les enseignants en ont pris pas mal, hein, sur des sujets qui sont des sujets parfois controversés. Hein, je prends l'exemple de la laïcité, bon, c'est un domaine sur lequel je suis beaucoup intervenu en termes de formation, qui nécessite de la part des enseignants, on va dire, un minimum de connaissances juridiques, etc., et juridico-historiques aussi, de mise en perspective.
Ça s'est beaucoup amélioré ces 3-4 dernières années à l'épreuve des faits, mais on a laissé dans la nature des gens qui étaient à la fois sans fondement juridico-politique et qui parfois aussi donnaient lieu à quelques dérives qui pouvaient faire un peu frémir aussi. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas existé par le passé. On a eu aussi l'exemple de fonctionnaires, à certaines périodes de l'histoire où la République était en retrait, tous les fonctionnaires n'ont pas été exemplaires. Mais il me semble qu'il y a, je n'ai pas d'autres termes, ils ne sont pas très appropriés, j'appelle dépolitisation. Ce n'est pas un désintérêt pour l'engagement ou pour le cadre dans lequel on enseigne, mais qui fait qu'un certain nombre d'enseignants ne sont pas prêts à la désobéissance, par exemple, et même s'ils l'étaient, de toute façon, ils n'iraient pas bien loin parce qu'ils n'ont pas beaucoup confiance dans la capacité solidaire de leurs collègues ou de leurs organisations syndicales pour les protéger dans ce cadre-là. Moi, je l'ai entendu aussi. Donc, il faut avoir ça un peu dans notre arrière-plan, parce que ça renvoie à la formation, ça renvoie aussi à l'origine des recrutements enseignants. On le sait, même s'ils ont évolué ces 10 dernières années. Il y a moins d'assurance dessus. Alors, on a quelques contre-exemples. Il y a même des IEN qui se sont mis en quasi-position de désobéissance. Des enseignants, ça a été rappelé qu'ils l'ont payé parfois de sanctions. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même. Donc, c'est une question qui doit être posée, encore une fois, du point de vue de la formation, mais du point de vue du cadre général dans lequel on situe en République aujourd'hui, finalement, les fonctionnaires, tout simplement. Un fonctionnaire, contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas quelqu'un de neutre. Non, c'est pas vrai. Il est neutre par rapport, par exemple, aux références religieuses, c'est vrai, mais il n'est pas neutre sur la question des valeurs, notamment. Les valeurs républicaines, c'est pas la neutralité dessus. Donc, comment est-ce que dans la formation, dans l'exercice du métier, on accompagne dans une société où la question des valeurs se pose, on va dire, plus délicatement ou d'une manière plus complètement différente avec l'époque d'une république qui fonctionnait par l'imposition, beaucoup. C'était quand même une république assez autoritaire. Dans un contexte on va dire, de démocratie certes perfectible, mais qui en permanence amène à contester tout cadre parce que c'est la rançon de la gloire de l'école. On est plus éduqué, plus informé, donc on se range moins au fait que quelque chose qui est avancé est quelque chose qui va de soi. Non, il faut voilà. Donc, le métier est aussi très, très différent à exercer de ce point de vue-là, de la conscience politique des fonctionnaires. Comme j'ai engagé le sujet, je veux juste poursuivre quelques instants en repartant de ce que Jacques évoquait tout à l'heure sur une école qui était, entre guillemets, instituante, parce qu'il se trouve que sa fonction, qui n'était pas non plus ni de tourpeau, ni… voilà, il n'y a pas eu d'époque idyllique de ça, c'est pas vrai. Mais qui se trouvait cheminer et qui s'est trouvé cheminer pendant quasiment un siècle dans le même temps que la société donnait, on va dire, tous les ingrédients d'une société qui progressait. Voilà, même s'il y a eu quand même quelques moments où on a régressé, je pense notamment aux 2 guerres mondiales. Voilà. Mais voilà, il y avait toujours un mouvement de reprise et on mettait sur le compte aussi de l'école le fait que ça allait mieux. Voilà. Ça allait mieux d'un point de vue social, d'un point de vue des revenus, d'un point de vue du logement, d'un point de vue de la démocratie, etc. C'était rarement discuté, même s'il y en a eu. Jacques rappelait le plan Langevin-Wallon, qui était une volonté justement d'aller plus loin, plus fort, etc. Moi, il me semble que quand on dit réinstituer l'école et quelque part, on va dire réfléchir à la question politique par rapport à l'école et ce dont sont porteurs les fonctionnaires dans l'école, que sont les enseignants et les personnels, ça ne procédera pas de la même manière. C'est entre guillemets le catéchisme républicain qui fera de l'école aujourd'hui la solution de tout. Il ne renaîtra pas, il n'est d'ailleurs jamais né, c'est en partie une illusion. Mais par contre, ça a fonctionné parce qu'il y avait des phénomènes agrégateurs autour de tout ça. Voilà, l'école était pas toute seule, encore une fois. C'est pas un mythe, l'enseignant, secrétaire de mairie, animateur du ciné-club, engagé politiquement sur son territoire quand il était, avant d'être en retraite, etc. C'est pas un mythe, c'est une vraie réalité, quoi, dessus. Et donc, si on veut procéder autrement, il me semble qu'il faut explorer quelques voies. Il y en a une, je trouve, qui s'offre à nous, c'est à travers la logique, alors pour le coup, des projets d'école ou des projets de classe, voire même parfois des projets d'école articulés sur des projets territoriaux éducatifs, la capacité à résoudre une situation et à s'emparer d'une question
qu'on va faire évoluer et progresser. J'en prends qu'une parce que je l'ai suivi il y a 2 ans dans un territoire. Un tiers des adolescents de 12 à 15 ans ont perdu un quart de leur capacité cardio-respiratoire. Ça, c'est la situation de la France. Un tiers des adolescents de 12 à 15 ans ont perdu un quart de leur capacité cardio-respiratoire. Les responsabilités sont multiples, mais portent pour l'essentiel sur la sédentarisation. Et que l'école publique a en partie construit son crédit sur sa capacité à être une école qui a accompagné les grandes campagnes sanitaires en France au 19e pour éradiquer les pandémies et les épidémies de l'époque. D'accord ? Et bien, si l'école prend en charge cette question aujourd'hui, d'un réentraînement global, et pas simplement des enfants, mais de leurs familles aussi et de tout un territoire, pour refaire mouvement, pour que les activités physiques, pas les activités sportives, mais physiques, redeviennent une manière d'être sur son territoire, l'école devient aussi, à côté des autres, des médecins, des associations sportives, des parents, des familles, du centre social, etc., un des acteurs majeurs qui fait que dans 20 ans ou dans 30 ans, les enfants auront retrouvé leur capacité cardio-respiratoire. Et il y a à ce propos, par rapport aux défis écologiques aujourd'hui, mais aussi aux défis sociaux et des inégalités, un vrai sujet. Parce que si l'école sait être aujourd'hui un des acteurs, alors non pas de la résolution du problème, il est gigantesque d'un point de vue écologique, mais on va dire alors de la transition ou de la transformation qui permettra effectivement de le relever, y compris à l'échelle de son territoire. Et pour ça, il faut qu'elle soit exemplaire. Il faut que l'école soit exemplaire dans son fonctionnement, d'autant que les enfants sont très attentifs à la contradiction qu'il y a entre les valeurs de l'école et ce qu'ils en vivent. Juste pour terminer une anecdote, j'ai accompagné la ministre Najat Vallaud-Belkacem comme inspecteur général sur un collège dans la région de Lyon. C'était sur la question des valeurs juste après les attentats. Et donc, il y avait une 50aine de collégiens réunis dans la salle. Et il y a une jeune fille qui était interrogée sur les valeurs et tout, et qui dit à la ministre, vous savez, madame la ministre, les valeurs, liberté, égalité, fraternité, laïcité, mais nous, en théorie, on les connaît. Mais qu'est-ce qu'on aimerait bien vivre en théorie ? Eh oui. Eh bien, quand tout établissement scolaire se posera cette question de sa capacité à passer de la théorie à la pratique, grâce aux apprentissages et à la mobilisation de ces apprentissages, dans une initiative de l'école portée par un élève tout seul dans sa propre vie ou par un collectif d'élèves et par les enseignants et les personnels, à être un des acteurs du territoire pour résoudre une difficulté et donner aux habitants et aux petits habitants que sont les enfants le sentiment qu'ils sont plus dignement pris en compte dans leurs conditions, que l'école va mieux et que du coup ça a des répercussions sur le territoire, je pense que la réinstitutionnalisation de l'école, elle se posera complètement différemment. Il me semble aussi que peut-être dans la formation, il y a nécessité de réhabiliter cette inscription des nouveaux arrivants dans le métier dans l'histoire d'une institution, l'histoire de l'école, quand on commence à la considérer. C'est l'histoire d'une quête progressive vers toujours plus d'égalité. D'abord égalité d'accès au secondaire, puis égalité devant l'ordre des études, et aujourd'hui c'est égalité potentielle d'accès à l'ordre des savoirs et d'accès à la culture. Je pense que cette histoire-là me semble nécessaire. C'est Yves Clos qui dit s'inscrire dans un métier, c'est s'inscrire dans son histoire et dans l'histoire de ses luttes. Il y a quelque chose de fort là. Deuxième pièce, il me semble que ces dernières années, les centres de formation des enseignants ont beaucoup travaillé sur des aspects didactiques, assez peu sur des travaux sociologiques. Or, les travaux se sont cumulés là, permettant aujourd'hui d'y voir plus clair sur les problèmes posés pour l'accès au savoir et à la culture d'un certain nombre d'élèves qui aujourd'hui s'y échouent. Donc, le travail sur les processus générant des inégalités, c'est la question des évaluations, mais c'est aussi toute la question du rapport au savoir, travaillée maintenant depuis 20 ans ou 30 ans par les équipes de recherche, qui permettent de spécifier et qui redonnent la main aux enseignants sur leur métier. Le métier, c'est quand même comment l'école organise, convoque et organise à la fois ce que chacun a pu cumuler comme idées sur le monde, idées sur les choses, sur les phénomènes, pour les mettre en travail, les mettre en confrontation et élaborer des visées partagées sur les objets, sur les phénomènes, sur les situations.
Là, il me semble que la formation peut bouger de façon conséquente, parce que je ne vois pas bien comment les enseignants pourraient faire autre chose que reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes vécu, des formations en tuyaux d'orgue, qui s'ignorent les unes aux autres, complètement maquettées par des évaluations incessantes, et qui aboutit l'ensemble à une perte de sens sous un contrôle, mais qui n'est pas professionnalisant. Et je crois qu'il y a une dilution comme ça, sous des faux airs d'approfondissement technique de l'acte d'enseigner, qui du coup élude l'essentiel, qui pour moi doit surplomber le métier, c'est l'inscription dans une institution qui a des missions fixées par la nation, dont celle de s'adresser à tous, de parler à tous et d'éradiquer autant qu'il est possible les inégalités dues à la naissance. La formation des enseignants n'est-il pas le véritable chantier à mener? Il y a beaucoup d'éléments à la fois de réflexion, il y a beaucoup de choses qui ont été organisées. Il manquerait sans doute, bon, il y a une mise en perspective à faire et puis il y a sans doute quelques désaccords à régler quand même au sein du monde enseignant. Sans doute entre les organisations professionnelles aussi, je pense au rapport à l'université, hein, par exemple, et je pense aussi au tronc commun de formation. Voilà. On est quand même un corps, c'est comme les savoirs, hein. Il y a une hiérarchie des savoirs, mais il y a aussi une hiérarchie des métiers enseignants, hein. Il y a pas encore très très longtemps où les enseignants de l'école maternelle Des professeurs. étaient des petites enseignantes, voilà. Donc, mais ça a aussi progressé. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'on n'est plus du tout il y a 20 ou 30 ans. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été. J'ai eu l'occasion d'accompagner pendant un an, vous savez, ces fameuses équipes qui se mettaient en place entre école primaire et collège pour essayer de faire l'articulation nécessitée par le fameux cycle 3. Moi, j'ai vu comment des enseignants de collège avaient des rencontres professionnelles, mais vraiment fantastiques avec des enseignants d'école primaire. Et on demandait plus. Et à l'inverse, les enseignants d'école primaire voulaient savoir un petit peu plus dans le détail ce qui se passait au collège et essayaient de réfléchir un peu à, on va dire, les fameux curriculums un peu plus cohérents entre l'école primaire et le collège, etc., quoi. Et c'était en train de démarrer. Moi, je suis persuadé que c'était en train de démarrer, malgré ce qu'on a appelé la crise du collège et compagnie. Ça a été stoppé net parce que le ministre a décidé de stopper, comme malheureusement souvent dans le cadre des débats ou des évolutions politiques sur l'école, un ministre arrive, même quand c'est la même majorité, et il s'arrange pour laisser sa patte, et souvent, c'est pas très heureux. Et au passage, s'il y avait quelques volontés, d'ailleurs le travail que vous entreprenez de nourrir des programmes ou des projets politiques sur l'école, moi je l'ai déjà dit, donc c'est même écrit et rapporté, la meilleure chose qu'un ministre a à faire la première année où il arrive, c'est de ne rien faire. Rien faire. Pour redonner justement de la dignité, de la reconnaissance aux enseignants et aux autres acteurs aussi, c'est de dire, je prends le temps pendant un an, j'observe, je fais parler les gens, les enseignants, les parents, les personnels, les collectivités aujourd'hui, peut-être les élèves. Alors, ça a déjà eu lieu, hein. Il y a eu d'énormes consultations. On organise ça, on en tire les enseignements et après, je propose un certain nombre de pistes pour faire progresser la situation. Et sur un élément que vous avez évoqué à un moment sur l'école et l'écologie, je ne sais plus qui l'a évoqué, je fais de la pub dessus. Le dernier numéro de Diversité, cette revue qui va sans doute disparaître, puisque M. Blanquer a aussi comme projet de désorganiser ce qui reste du réseau Canopé, porte sur l'école écologique et franchement, c'est un très très bon numéro. Mais comme très souvent cette revue, dessus, alors, il se trouve que j'ai commis un article, mais ce n'est pas pour ça que c'est un bon numéro. C'est un bon numéro parce qu'il y a vraiment de la profusion, à la fois théorique pour penser cette question qui n'est pas facile, mais aussi extrêmement appliquée d'un point de vue pédagogique parce qu'on ne part pas de rien. Les enseignants n'ont pas attendu que le ministre leur dise comment essayer d'intégrer ça. Et donc, là aussi, on devrait s'appuyer sur les savoir-faire professionnels enseignants pour en dégager ce qui devrait donner matière à bien d'autre chose que les quelques broutilles que la Convention citoyenne pour le climat a suggéré, parce que autant c'est riche dans certains domaines, autant sur les propositions sur l'école, on est en dessous du niveau de la mer. Ils ont fait des propositions dans la Convention citoyenne sur le climat. Ah oui. Vous les chercherez parce qu'il y a 5 rubriques de propositions et elles sont dans la rubrique consommer. Il n'y a aucune proposition sur se cultiver sur la Convention citoyenne pour le climat. Ça aurait mérité un vrai article, au même titre qu'il y a produire, consommer, etc. Il fallait une rubrique se cultiver, puisqu'il va falloir changer de regard, changer de mode de vie, changer d'habitude, changer de représentation. Et il n'y a rien de mieux que la culture, et notamment l'école, qui est un lieu de culture,
pour entraîner un mouvement de transformation des représentations. Deux mots sur deux choses. Évidemment, il y a un désaccord entre les organisations syndicales. La formation des enseignants, on est tous d'accord pour dire que c'est quelque chose de fondamental, mais ne serait-ce que sur la place du concours, il y a tout le monde n'est pas d'accord et c'est quelque chose qui a fait l'objet déjà de longues discussions et qui continue à en faire. Nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est un concours à la licence avec 2 ans de formation comme fonctionnaire stagiaire pour une raison très simple, parce qu'on n'a pas abordé la question, mais il y a aussi l'aspect tri social dans l'accès aux carrières enseignantes. Et évidemment, plus le concours est tôt dans le cursus universitaire, plus on limite cet effet-là. Et un deuxième point très rapide sur la façon de faire fonctionner les établissements, parce que je ne crois pas qu'il soit nécessaire de toucher au statut des corps enseignants. D'ailleurs, le ministre qui voudrait le faire, je lui souhaite bien du plaisir. Mais par contre, nous militons en tout cas fortement pour créer des contre-pouvoirs à tous les niveaux qui puissent permettre de faire entendre la parole des équipes qui justement souhaitent monter des projets, souhaitent les valider et souhaitent avoir un mot à dire sur l'organisation du travail dans l'établissement où ils travaillent en fait. Et ça, je pense que ça doit passer notamment par un renforcement des prérogatives dans le second degré des conseils d'administration par exemple, hein, qui a été amélioré, mais qui pourrait encore fonctionner différemment. Et au niveau de l'académie, par la réactivation, la prise en compte des avis qui sont émis par des instances où il y a des organisations qui ont été élues au suffrage direct par leurs collègues et qui représentent donc les personnels. Donc, nous pensons qu'une façon d'améliorer tout ça, ce serait peut-être de mettre en place des instances qui permettent de prendre en compte de mieux prendre en compte la parole des acteurs de terrain qui sont directement aux prises avec ce qui se passe avec les élèves, tout simplement.